Biziou. Et Anne Biziou, donc Olivier l'a dit, tu es professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'université Paul Valéry, donc de Montpellier 3. Tu es membre aussi du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies depuis 2002. Et tu l'es plus. Non. Tu t'es fâché. Non, mais j'ai fait autre chose. Tu as fait autre chose. Peut-être es-tu devenu le co-directeur du mouvement L630. Éventuellement, voilà. Tu nous expliqueras. Je ne veux pas dévoiler ce que veut dire L630, mais ça a des allures quand même. Coordinateur du mouvement L630. Et puis ça rappelle un point de la loi, évidemment. Alors, parmi tes nombreuses publications, impossible de les citer toutes, mais une a attiré mon attention. Consommation excessive et buveurs à risque, une responsabilité partagée, que tu as écrit en 2004. Et puis une autre parce qu'elle fait le tour de la toile. Elle s'appelle « En finir avec la guerre aux drogues ». C'est un petit manuscrit sur le modèle de celui qui a été écrit par Stéphane Hessel et je ne sais plus quel était l'autre auteur, un petit manuscrit extrêmement didactique, « En finir avec la guerre aux drogues », donc qui a été coécrit en 2021 avec Jean-Félix Savary, qui est le secrétaire général du GREA, donc il parle de ce modèle suisse, et peut-être viendra-t-il à une de nos plateformes. Tu l'as écrit avec Pierre-Yves Joffard, qui est économiste. Oui, bien sûr. Avec Pierre-Yves Joffard, qui est économiste à la Paris School of Economics, et Jean-Pierre Coutron. Jean-Pierre Coutron, vous le connaissez puisqu'il était à la première plateforme. Il est psychologue, psychothérapeute, il est porte-parole de la Fédération Addiction. C'est aussi notre président et il est particulièrement attentif à tous ses travaux ici sur M-Paris. Je n'ose dire qu'il est présent parmi nous, mais je ne peux pas m'en empêcher. Jean-Pierre, tu m'avais dit non, mais voilà. Merci d'être là. Voilà, donc avec toi, nous allons nous interroger effectivement sur cette loi et usage de drogue, où en sommes-nous aujourd'hui. Je n'irai pas plus loin, je veux laisser vraiment tout le temps possible à ton intervention et bien évidemment après à vos questions, à nos questions. Merci Yann, à toi. Merci beaucoup. D'abord, un petit applaudissement. Et quand même, sur le bouquin, faut être honnête, moi je suis un grand flemmard, donc c'est Jean-Pierre qui a fait 80% quand même, hein, et qui nous a harcelés pour avoir nos manuscrits parce que on tardait un petit peu, et qui nous a convaincus de le faire. Et franchement, au début, c'est vraiment Jean-Pierre qui nous a dit, mais enfin, il faut qu'on fasse un petit vadémécum sur la légalisation, sur ce que nous, on propose comme alternative à la prohibition. Et avec cette idée qu'il avait de faire un truc super simple, mais où il y ait voilà, un petit guide, comment on pourrait faire autrement, et où on en est, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et ouais, non, tu as bien fait de nous embêter, parce que je pense que c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, vous présentez un petit peu un état des lieux de la situation du droit de la drogue. Où est-ce que je fais passer? C'est celui-là? Oh bah tiens, voilà. Donc une petite intro où on va déjà définir un petit peu le cadre, et ensuite deux thèmes en fait. Un thème autour des consommateurs et de la façon dont la loi les appréhende, et ensuite un thème autour de la réduction des risques et à la fois des hésitations qu'on peut avoir en termes de politique publique sur la réduction des risques, et puis aussi des marges d'intervention avec un ou deux exemples. Et n'hésitez pas ensuite, quand on aura un échange, si vous voulez avoir des éclairages sur des points que je n'ai pas abordés, vous me le dites et on le fera. Mais pour commencer, ce qui m'a paru de bonne politique, c'est de commencer tout simplement par le commencement. C'est quoi un stupéfiant? Puisqu'on parle de drogue, alors déjà on parle de drogue, et là je parle de stupéfiant. Parce qu'en droit, la drogue, ça n'existe pas. Donc en droit, nous, on va avoir comme catégorie la notion de stupéfiant. Et je ne sais pas, mais si je vous dis, c'est quoi pour vous un stupéfiant, qu'est-ce que vous allez me citer comme produit? Alors, cannabis, LSD, coke, oui. Ah, alcool, non. Justement, on va le sortir. Alors, regardez, petite classification rapide.
Les drogues naturelles, les drogues pas naturelles. Les drogues naturelles, 3 familles en gros. Hein. Les opiacés, l'opium, c'est joli dans les champs, c'est magnifique quand c'est fleuri. Et donc après, vous allez sortir comme produit l'héroïne, la morphine, et puis tous les opiacés hein, qui sont à l'origine de la crise des opiacés aux États-Unis, par exemple. Ensuite, on a la cocaïne en bas. Alors, il faut savoir quand même que l'opium, c'est super compliqué à faire. C'est un gros travail. Donc, c'est assez facile, en fait, de proposer aux agriculteurs de substituer parce que faut prendre chaque tête de pavot, il faut l'inciser à la main, il faut repasser l'après-midi dans le champ pour ramasser les petites gouttes de sucre de pavot, il faut agréger ça. C'est tout un processus, c'est très long. Et donc ça, on arrive encore à faire de la substitution. La cocaïne, alors la coca, ça pousse tout seul, il suffit d'arracher les feuilles, c'est super simple à faire. Et donc ça va nous donner en gros 2 produits ici à l'arrivée, c'est la cocaïne d'un côté, le crack de l'autre. D'accord ? Et puis 3e famille, celle qui correspond pour le juriste à l'essentiel de la problématique des stupéfiants, le cannabis. Pour vous donner une idée, le cannabis, c'est 90% du contentieux pénal. Là où les médecins, eux, vont être beaucoup plus sur les opiacés. Donc déjà, entre les médecins et les juristes, on ne va pas parler du même objet. Les médecins vont parler beaucoup des opiacés. Nous, on va parler essentiellement du cannabis parce que c'est même, quand je dis 90%, c'est minimum 90% du contentieux pénal, le cannabis. Alors dans le cannabis, on peut avoir l'herbe, hein, donc la plante séchée, en principe les sommités florifères, là, le petit bout que vous avez sur la photo. Et puis après, on peut avoir le hashish, donc cette fois-ci une pâte agglomérée. Et puis après, on peut avoir l'huile, et puis on peut même avoir la molécule toute seule. Alors la molécule qui nous intéresse, c'est le THC, le tétrahydrocannabinol, hein, qui fait voir les éléphants roses. Et puis d'autres molécules qui sont de plus en plus à la mode, le cannabidiol, CBD, dont vous avez peut-être entendu parler, et le CBG aussi maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'ils m'ont sorti là l'autre jour ? Le 3HS, qui est une variante en fait de THC qui est en train de débarquer des États-Unis. Alors, à côté de ces drogues naturelles, on va avoir toutes les drogues synthétiques. La MDMA, l'ecstasy, meilleur coût marketing, un champion du marketing anonyme. L'ecstasy, elle est d'abord élaborée pour l'armée américaine. Très vite, les effets secondaires posent des problèmes dans l'armée, donc ils arrêtent. Et le stock va être d'abord écoulé dans la population des boxeurs. Sauf qu'elle est dépistée très vite dans les urines. Et alors là, qui est ce roi absolument génial du marketing qui va avoir l'idée de vendre l'ecstasy dans les boîtes de nuit, enfin la MDMA dans les boîtes de nuit en l'appelant ecstasy, la pilule de l'amour, quand on sait que le premier effet secondaire c'est l'impuissance, ça va être vachement platonique. En tout cas, chapeau, le produit a un certain succès dans les soirées. Le LSD qui revient à la mode. On ne sait pas, mais moi je trouve qu'il aurait dû avoir le premier prix du marketing, quoi, ce monsieur. Arriver à vendre un truc pour le contraire des effets qu'il a, chapeau, quoi. Le LSD, pour les vieux comme moi, Lucy in the Sky with Diamonds, hein, voilà, les Beatles, et généralement donc un liquide qu'on va mettre sur un buvard, que vous mettez sous la langue, et les choses vont prendre une vie autonome. Voilà, si vous voulez avoir une idée, vous regardez la vidéo de Yellow Submarine, vous avez une très belle description des effets sous LSD. Hein, et puis les médicaments détournés, ça c'est un gros enjeu, et c'est une part importante de consommation. Donc il ne faut pas les oublier quand on parle de stupéfiants. Et puis il y a tout le reste. Alors il y avait une époque où à l'IB, quasiment tous les 2-3 mois, là, ils nous appelaient avec un nouveau produit. Alors je me souviens de la Salvia Divinorum, la sauge divinatoire. En gros, la même que vous mettez dans le rôti, mais dans le gigot, pardon, dans le rôti, dans le gigot, mais la version pharmaceutique, en fait, et qui avait des propriétés proches du cannabis.
Alors, les gars avaient eu l'idée géniale de fumer ça à la place du cannabis en se disant ça, c'est pas interdit, c'est pas un stupéfiant, et c'est vrai que c'est pas un stupéfiant. Donc, on va le consommer et on va le fumer à la place du cannabis, comme ça, on n'aura pas de problème. Le seul truc, c'est que les tests de cannabis ne sont pas très fiables et qu'ils sortaient positifs cannabis quand vous fumiez de la sauge. Donc, ça avait strictement aucun intérêt. Donc, tant qu'à faire, autant repartir sur le cannabis. Les psilocybes qui ont eu les champignons hallucinogènes qui poussent dans les champs, là, dans les bousses de vache, et en gâteau notamment, ou en omelette. Ça a eu un petit succès au début des années 2000. Le khat, alors le khat, ça se chic. Historiquement, c'est dans la Corne de l'Afrique, Somalie, Djibouti, territoire des Afars et des Issa, que le khat se consomme. Alors le khat, il ne faisait pas l'objet de trafic parce qu'il faut le consommer dans les 48 heures de sa récolte. Donc il y avait un problème de logistique à gérer. Problème qui a été réglé aujourd'hui, puisque le khat se surgèle très bien et tient très bien la congélation. Donc maintenant, on voit apparaître, notamment sur Paris pour la communauté éthiopienne, un commerce de khat. Et puis, je ne pouvais pas ne pas mettre le GHB. Alors, le GHB, vous voyez, c'est-à-dire vous voyez rien. La peur actuelle du GHB, gamma-hydrobuxide, incolore, inodore, machin, surnommé drogue du viol. Alors, si ça vous intéresse, on y reviendra dans les échanges. Je suis beaucoup plus sceptique là-dessus. Je vous dirais juste un truc, puisqu'on est dans l'actualité des piqûres, etc., où on ne retrouve jamais de GHB. Je suis très sceptique sur l'utilisation du GHB et je me rapproche beaucoup de ce que disent les Américains depuis quelque temps. C'est que les produits qui sont donnés comme ça pour commettre des agressions sexuelles sous substance, c'est beaucoup plus des médicaments, des somnifères ou des produits de ce type que du GHB. Et aujourd'hui, en termes de prévention, les Américains traitent globalement la question des agressions sexuelles sous substance, ce qui me paraît beaucoup plus intelligent que de se focaliser sur un produit, le GHB. Mais ça, si vous voulez, c'est un discours, un échange qu'on pourra avoir à la fin de ma présentation. Voilà. Alors, vous voyez qu'en fait, des produits, il y en a plein, des stupéfiants, il y en a plein. Et juridiquement, les stupéfiants font partie d'une catégorie plus vaste, qui est la catégorie des substances vénéneuses. Alors, cette catégorie, elle est élaborée en 1845, c'est la loi Lafarge. Lafarge, c'était une dame qui avait essayé d'empoisonner son monsieur. Et donc, à l'origine, en fait, c'est la loi sur les poisons. C'est la loi sur les poisons, et on va rajouter à cette loi sur les poisons, au début du XXe siècle, une nouvelle notion, qui est la notion de stupéfiant, mais sans jamais la définir. En fait, on va lister des produits. Au début, on en liste 5. Et puis, on va dire, ça, c'est des stupes. Voilà. Et ça va faire partie des substances vénéneuses. La définition juridique qu'on trouvait était la suivante. Elle était merveilleuse. Le code pénal nous disait, qu'est-ce qu'un stupéfiant ? Eh bien, c'est un produit qui est classé comme stupéfiant par le code de la santé publique. OK ? Donc, on allait voir le code de la santé publique, L5132-7 du code, qui nous disait qu'est-ce qu'un stupéfiant ? Eh bien, c'est un produit qui est classé comme stupéfiant par décret. Et donc, on allait voir, par arrêté. On allait voir l'arrêté qui nous disait qu'est-ce qu'un stupéfiant ? Eh bien, c'est un produit qui figure sur une liste, arrêté par le ministre de la Santé sur proposition du directeur de l'Agence du médicament. Voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas de critères, aucun critère en droit français pour définir un stupéfiant. C'est comme ça qu'à une époque, j'avais demandé au maire de la petite commune dans laquelle j'ai ma maison de famille en Normandie, on est 100, 150 dans la commune, de classer le thé à la cannelle comme stupéfiant sur le territoire de la commune, puisque le maire a un pouvoir de santé publique. Donc, comme ils avaient en plus oublié à l'époque de préciser l'autorité compétente, j'avais dit au maire de classer le thé à la cannelle comme stupéfiant sur le territoire de la commune pour embêter ma voisine qui consommait du thé à la cannelle, ce que je trouve absolument indécent. Et une honte, mais bon, passons, il n'avait pas osé. Et tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'en fait, il n'y avait pas de règle. Un stupéfiant, c'était un produit était sur la liste, il était stupéfiant, il n'était plus sur la liste, il était plus stupéfiant. Et on l'a connu avec la buprénorphine, le Subutex, qui était un stupéfiant, puis
qu'on a sorti de la liste, c'était plus un stupéfiant. On l'a connu pour le 4. Le 4 n'était pas un stupéfiant. On l'a mis sur la liste, c'est devenu un stupéfiant. On l'a retiré de la liste. C'était plus un stupéfiant. Puis on l'a remis sur la liste. C'était de nouveau un stupéfiant. Donc c'est un critère purement administratif, formel, sans qu'il y ait d'éléments précis qui nous permettent de savoir ce qu'est un stupéfiant ou pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous me dites l'alcool, bah oui, l'alcool, logiquement, on pourrait en discuter du classement comme stupéfiant, mais il n'est pas sur la liste. Donc s'il n'est pas sur la liste, il n'est pas stupéfiant. Alors, la Cour de cassation, qui a été saisie plusieurs fois de cette question, notamment par nous, dans l'association L630, qui est une association qui défend en fait une évolution du droit, la Cour de cassation, à chaque fois, nous disait si c'est défini par le droit international. Le droit international, la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, définit les stupéfiants. Oui, sauf que la Convention ne fixe pas non plus de critères. Et le critère de la Convention est le même. C'est sur la liste, c'est un stupéfiant. C'est pas sur la liste, c'est pas un stupéfiant. On en était là avec 400 substances. Et quand je dis plus de 400 produits stupéfiants en France, donc voilà la capture d'écran de l'arrêté, quand je dis 400, vous voyez, vous avez une liste comme ça, et dedans, vous avez champignons hallucinogènes, notamment des genres Stropharia, Conocybe et Psilocybe. Quand vous commencez à mettre notamment dans une définition, c'est mal parti. Hein. En termes de précision, là, le juriste, il commence à avoir des sueurs, des vapeurs, ça ne nous plaît pas. Voilà. Donc on en était là jusqu'à ce que tout change en 2 ans. Je vous mets tout de suite toute la diapo, ce sera plus simple. Hop, il reste un petit bout, voilà. Tout change en 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? Eh bien, il y a eu l'émergence du marché du cannabidiol, du CBD, dont je parlais tout à l'heure, qui est produit à partir d'un cannabis qui a quasiment pas de THC, donc d'effet psychotrope. Il faut que la plante ait moins de 0,2, maintenant 0,3% de THC. Et on a commencé à poser la question, mais ce produit que l'on vend, qui n'a aucun effet psychoactif, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme stupéfiant? Et dans une affaire européenne, l'affaire Canavap, la Cour de justice de l'Union européenne nous a dit que le CBD n'est pas un stupéfiant. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas de risque pour la santé publique. Or, nous dit la Cour européenne, un produit pour être stupéfiant, il doit créer un risque pour la santé publique. Voilà un premier critère. Et là, curieusement, le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'État, qui n'avait jamais voulu le faire depuis 50 ans, 2 fois de suite, saisi une première fois par le Conseil d'État, puis par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel va nous définir les stupéfiants. Alors comment? On avait attaqué devant le Conseil constitutionnel en disant il n'y a pas de définition, et ça, c'est pas normal en droit pénal. Et le Conseil constitutionnel nous a dit vous avez tort, il y a une définition. Ah bon? Où ça? Je vais vous la donner. Et donc, pour nous donner tort, il nous a donné une définition qui n'existait pas dans la loi. Et donc aujourd'hui, depuis le mois de janvier, on a enfin une définition des stupéfiants. Un stupéfiant, c'est quoi? C'est une substance psychotrope qui se caractérise par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. 2 critères, donc, le critère de la dépendance et le critère des effets nocifs pour la santé. Alors, c'est bien et c'est pas grand-chose. Dépendance, déjà. Alors, pourquoi aller chercher ce critère? C'était parce que la dépendance, c'est quoi? Dépendance physique, dépendance psychique, etc. Là, ça va nous lancer dans des débats absolument terribles. Et puis, les effets nocifs pour la santé. On a fait un 3e recours derrière, devant le Conseil d'État, en leur disant, c'est quoi le degré d'effet nocif? Je vous prends un exemple très concret. On a parlé du LSD. Le LSD a été classé comme stupéfiant, en fait, il y a peu de temps, il y a 10 ans, au motif qu'il y avait eu en Europe 5 cas de décès dans lesquels on retrouvait une dizaine de substances, dont du LSD. OK ? Donc, il y avait un risque potentiel pour la santé. On n'était pas sûr du lien de causalité entre le décès et le LSD, hein, mais il était impliqué. Et alors, prenez les statistiques sur les accidents domestiques. L'eau chaude. L'eau chaude tue chaque année en France 8 personnes. Il y a 8 morts par ébouillantés par an en France. C'est beaucoup plus que les 5 qu'on a trouvés en 5 ans en Europe. Donc, moi, ce que j'ai dit au Conseil d'État, mais dans ce cas-là, il faut classer l'eau chaude. Et puis les aliments.
Alors, dépendance à l'eau chaude aussi. Moi, je ne vais pas prendre de douche froide. Hein. Donc, et les aliments, 250 morts chaque année à cause des fausses routes, etc., à cause de la consommation d'aliments. Est-ce que les aliments vont être... Vous voyez le problème, il n'y a pas de critère de degré de dangerosité. On nous dit un stupéfiant doit être nocif, mais on ne nous dit pas à quel degré de dangerosité le produit doit être nocif. Qui va l'apprécier? Eh bien, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État va l'apprécier et en plus, il va l'apprécier en fonction des connaissances scientifiques. Ça veut dire qu'on va pouvoir contester en permanence la liste des stupéfiants. Je peux vous dire déjà qu'à la rentrée, nous, on va attaquer sur 2 ou 3 produits qui sont classés comme stupéfiants, notamment l'ayahuasca. Aucun mort, aucun blessé, rien depuis 50 ans. Et on va, au vu des publications récentes sur l'ayahuasca, dire au Conseil d'État il faut le retirer de la liste. Voilà. Donc vous voyez la nouveauté déjà, et puis c'est du frais, quoi, c'est janvier. On a enfin une définition des stupéfiants qui n'est pas très satisfaisante, mais c'est un progrès. On a donc un nouvel arrêté du 30 décembre 2021 qui classe les stupéfiants et un changement dans la procédure de classement. Ça n'est plus le ministre qui classe, c'est tout simplement le directeur de l'ANSM qui classe les produits comme stupéfiants. Voilà. Alors, ça me permet maintenant de voir un petit peu où en est la loi. Et alors, vous voyez l'accumulation, là, c'est simple. La loi en matière de stupéfiants change en moyenne une fois tous les 6 mois depuis 51 ans. Donc, ça nous donne une centaine de textes qui ont été adoptés pour modifier le droit des stupéfiants. Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous ces textes, je vais essayer de vous montrer les grandes évolutions. En gros, depuis le début du XXe siècle, on est passé par 4 étapes. D'accord ? La première étape, c'est la loi du 12 juillet 1916. C'est la création de l'infraction d'usage de stupéfiants en société. Ça veut dire en groupe. Ce qu'on voulait éviter à l'époque, c'était tout simplement, en 1916, on est en pleine guerre, hein, en pleine Première Guerre mondiale, on voulait éviter la consommation de cocaïne, d'héroïne et d'opium par les militaires quand ils rentraient du front. Et donc, ils consommaient en groupe, notamment avec des demi-mondaines, comme on disait à l'époque, et ça faisait les gros titres des journaux, ça choquait beaucoup la population. Donc, c'est ça qu'on a interdit. D'accord ? Il s'agissait de protéger à l'époque l'armée, et on va classer les stupéfiants parce qu'on considère que c'est une arme des Allemands contre les Français. La cocaïne est fabriquée par les Allemands, et l'héroïne est fabriquée par Bayer, société de Suisse alémanique. Et ça ne va pas bouger jusqu'à la loi du 31 décembre 1970, la grande loi qui crée en fait le droit moderne des stupéfiants. Cette loi, elle vise la lutte contre les fléaux sociaux. Quand vous luttez contre les fléaux sociaux, vous essayez de protéger la société contre un danger. Donc votre préoccupation, c'est la société, ce n'est pas le consommateur. C'est le groupe social que vous essayez de protéger. D'accord ? Et avec 2 figures quasi mythologiques, la figure du pauvre usager qui n'a plus sa conscience et sa volonté et qui subit l'influence de la drogue, et du pervers trafiquant qui fait sa richesse en exploitant la misère de l'usager. Ça, c'est le schéma de la loi de 1970. Ça va tenir jusqu'à l'apparition du sida. Et à partir du milieu des années 90, on va voir apparaître une nouvelle problématique. Parce qu'avec le sida, arrivent des acteurs dans le champ de la toxicomanie et des stupéfiants, des acteurs pour qui la préoccupation, c'est d'éviter la propagation du sida, c'est d'éviter la contamination. Et donc, eux, la question de la dépendance, la question de l'usage de stupéfiants, elle est secondaire pour eux. Elle n'existe que comme un vecteur possible de transmission de la maladie pour les usagers injecteurs. Et ça change complètement la problématique. Et ça va être consacré, alors il va falloir 5 ans, entre les années 90, 95 et puis la nouvelle version du Code de la santé publique en 2000, où on va faire émerger une nouvelle notion, on va supprimer la référence aux fléaux sociaux, et on va parler de la lutte contre les maladies et les dépendances. Quand vous luttez contre la maladie et les dépendances, vous vous occupez du consommateur, cette fois-ci, de l'usager, plus de la société. D'accord ? La loi ne change pas fondamentalement, si ce n'est qu'on commence à tolérer la réduction des risques. C'est là qu'elle apparaît, la RDR.
Mais la perspective évolue. On est sur le soin à l'usager, l'accompagnement de l'usager, beaucoup plus que sur le risque pour la société. Et presque en même temps, et dans toute l'Europe, et là je dis on a oublié quelque chose à l'époque dans les années 90, c'est qu'en nous préoccupant en fait du sort de l'usager, on a oublié les nuisances publiques, on a oublié les troubles qui pouvaient naître des consommations. Et ça va émerger assez vite, et ça va être consacré par la loi de 2007, la loi Perben, où là, la perspective n'est plus la même. La perspective, c'est la lutte contre les nuisances publiques. Et nous en sommes là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accepte l'idée que les gens consomment. Personne aujourd'hui ne vous dira qu'il n'y a pas de consommation de stupéfiants en France. Tout le monde sait que les stupéfiants sont faciles d'accès. Pour reprendre ce que m'a montré Jean-Pierre ce matin, là, le truc c'est sur LCP, non le reportage sur LCP, où le gars vous dit, ben voilà, même au fin fond des villages, la drogue est en accès quasi libre. Ben oui, ben oui. Et ça, plus personne ne le remet en cause. Et sur ce, on s'interroge sur les conséquences que la consommation de stupéfiants peut avoir sur les non-consommateurs. Les troubles à l'ordre public, ce qui va nous gêner dans ces consommations. Et ça veut dire, pardon, hop, comment tu fais pour reculer? Voilà. Ça veut dire qu'on va changer complètement notre regard sur l'usager. L'usager n'est plus une victime du trafiquant, il est co-responsable du trafic. Ce que vous avez dans le discours public aujourd'hui, hein, où on vous explique que c'est à cause des usagers aussi qu'il y a des difficultés. Donc le consommateur devient un danger pour le non-consommateur. Et on va multiplier les infractions. Alors je vous ai fait un petit tableau avec toutes les infractions. Autrefois, dans la loi de 70, il y avait une infraction, c'était l'usage de stupéfiants. Avec une idée qui était assez simple, c'était le droit pénal veut aider aux soins. Le principe, c'était le soin, anonyme et gratuit. Et si l'usager ne se soignait pas, on pouvait l'inciter fortement à se soigner par le recours à une peine, donc 1 an d'emprisonnement, 3 750 € d'amende. Et on pouvait même lui ordonner de se soigner, c'était l'injonction thérapeutique. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième colonne. Et aujourd'hui, ça n'est plus qu'une toute petite partie des infractions d'usage. On va avoir l'usage avec amende forfaitaire délictuelle. J'en reparlerai tout à l'heure, 200 € d'amende, pas de soins. On va avoir l'usager violent propriétaire d'un chien dangereux. On ne vous dit pas qu'il a les yeux bleus, un casque, mais c'est pas loin, hein, on y arrive dans la loi. Là, on va monter jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, pas de soins. L'usager au volant, une catégorie qui explose, hein, entre 4 500 € et 150 000 € d'amende selon éventuellement s'il est ou non à l'origine d'un accident avec décès. La participation à un rodéo urbain en ayant fait usage de stupéfiants, qui est une circonstance aggravante du rodéo urbain. L'usage par dépositaire de l'autorité publique, qui vous concerne quasiment tous, puisque ce n'est pas l'usage par un fonctionnaire, mais par tout agent participant à une mission de service public. Ben là, c'est plus 1 an d'emprisonnement, c'est 5. L'usage par un personnel de transport, et puis l'usage trafic, l'usage détention, l'usage transport, la culture de stupéfiants, où là, on va être sur une assimilation au fait de trafic. Donc vous voyez qu'on a complètement éclaté la notion d'usager. Et on n'est plus dans une logique de soins. On est dans une logique de protection de la société contre les troubles qui peuvent naître de la consommation. Alors la caricature, c'est l'amende forfaitaire délictuelle pour le cannabis. Donc vous avez déjà dû en entendre parler, hein, et je vais y revenir, 200 €, dans lequel la circulaire du garde des Sceaux nous invite les policiers à remettre à l'usager un coupon addiction. Alors vous imaginez l'ambiance. Le gars, il vient de se prendre une prune de 200 €. Et là, vous lui dites, mais pas de problème, voici votre coupon addiction, hein, avec la liste des principales structures. C'est surréaliste, quoi, excusez-moi. Voilà. Alors, justement, parlons-en du cannabis. Alors,
Pour vous donner une idée, on dit laxisme, etc. Ce n'est pas vrai. Et je tiens beaucoup à montrer cette diapo. C'est la diapo sur les condamnations. Dernière en date, 2019, les statistiques. Les infractions à la législation sur les stupéfiants, c'est le 2e contentieux délictuel en France. Premier, c'est les délits routiers, donc grand excès de vitesse, feu rouge, etc. Deuxième, c'est les infractions aux stupéfiants. Devant les vols et les recels, devant les violences aux personnes. Donc c'est un contentieux, en termes de condamnation, c'est massif. La justice ne peut pas aller plus loin dans la répression. Ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. On est à plus de 158 000 condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants en 2019. Et pareil sur les interpellations. Donc, la précédente diapo, c'était la justice. Là, on est sur la police. 2020 est ici. L'année la plus récente, c'est 2022-2021. Je vous les ai mis en mois glissant. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en fait que là, les interpellations explosent. Pourquoi elles explosent? À cause de l'amende forfaitaire délictuelle. Je vais y revenir. Par contre, vous voyez qu'avant d'exploser, elles avaient quand même vachement baissé. Et qu'en fait, on se retrouve, si on compare par exemple à l'époque, à 2017, 2017 est ici, la hausse, elle est de 10%, 10-15% par rapport à 2017, pas plus. Voilà. Mais on a un regain de répression à travers l'utilisation de l'amende forfaitaire délictuelle, 104 000 amendes forfaitaires délictuelles l'année dernière. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de lutter contre le sentiment d'impunité en ayant une répression plus automatique. Et c'est un échec complet. Alors pourquoi? Pourquoi c'est un échec complet? Je vous explique. On a voulu appliquer au cannabis ce qu'on a appliqué aux excès de vitesse. Mais il y a une grosse différence entre les deux. C'est ce qu'on appelle un contentieux de masse. Et le problème d'un contentieux de masse, c'est que statistiquement, la police ne peut pas aller au-delà de 200 000 constatations par an. C'est-à-dire que si je prends par exemple les infractions en matière de circulation routière, la police ne peut pas verbaliser plus de 200 000 faits par an. Après, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas là au moment où le fait est commis, etc. Comment on arrive à 7 ou 10 ou 12 millions d'infractions constatées grâce au radar? Parce que le radar va automatiser non pas la sanction, mais le radar va automatiser la constatation de l'infraction. Et c'est là l'erreur qui a été faite. C'est que dans l'amende forfaitaire cannabis, on a automatisé la sanction. C'est-à-dire que vous prenez l'amende et elle est automatique. Mais on n'a pas automatisé la constatation de l'infraction. Donc ça veut dire que pour que l'infraction soit constatée, il faut toujours un policier. Il faut toujours qu'il soit là au moment où les faits sont commis. Et ça limite considérablement, de toute façon, l'efficacité de la répression. En plus, alors ces amendes ne concernent qu'une toute petite partie des usagers. Les usagers de cannabis, en gros, majeurs, qui n'ont pas commis d'autres faits. Donc les mineurs sont exclus. Si vous avez d'autres faits que l'usage, l'amende forfaitaire est exclue. Il faut qu'ils reconnaissent les faits. S'ils contestent en disant, par exemple, c'est du CBD, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir d'amende forfaitaire. Donc en réalité, ça cible qui? Ça cible les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui consomment du cannabis dans l'espace public ou semi-public. Espace privé ouvert au public, centres commerciaux, etc. C'est ceux-là qui sont visés. Et ceux-là, par contre, ils peuvent faire l'objet d'une amende forfaitaire pour chaque fait constaté, indépendamment de toute récidive. On peut le faire ad libitum. D'accord ? Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'en effet, on a une hausse très forte des constatations, mais avec un taux de paiement des amendes qui est excessivement faible. Donc le ministre de l'Intérieur, en Conseil des ministres, en janvier, évoquait un taux de 34% d'amendes payées. Ça veut dire que dans les 2/3 des cas, la police travaille dans le vide. L'amende n'est pas payée. Alors elle sera peut-être payée dans 5 ans, dans 10 ans, parce que la procédure peut traîner. Mais actuellement, elle n'est pas payée. Donc il y a le sentiment, lutter contre ce sentiment d'impunité dans ces conditions, moi je n'y crois pas du tout, du tout. Et puis j'avais fait un petit calcul tout bête.
pouvez le refaire vous-même. L'OFDT nous dit 5 millions d'usagers dans l'année, dont 1,3 million d'usagers réguliers, dont 850 000 usagers quotidiens. Donc vous multipliez, ça veut dire qu'il y a 850 000 personnes qui consomment au moins un joint tous les jours. Multiplié par 365 jours, ça vous fait 368 millions de joints par an, soit 1 million de joints par jour. Vous avez 106 000 AFD en 2021, 210 000 infractions d'usage, 34% seulement sont payés. Ça vous donne en tout la statistique suivante. Vous allez sanctionner un joint sur 2597. Donc ça veut dire que plus de 2000 fois vous pouvez fumer avant de vous prendre une prune. Statistiquement, ben non, l'impunité, enfin lutter dans ces conditions contre le sentiment d'impunité, ça ne peut pas marcher, c'est tout. Donc, ce que je dis toujours, c'est que tant qu'on n'aura pas inventé le radar à pétard, hein, le truc qui automatiquement, paf, vous allumez, clac, ça vous flash, tant que vous n'aurez pas inventé le radar à pétard, ben ça ne marchera pas. Voilà. Si on a un radar à pétard, oui, ça marche. Mais sinon, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Alors, par contre, cette répression, elle a un impact sur la stigmatisation des usagers. Et je vais juste vous l'illustrer à travers la question du dépistage, notamment dans le cadre du travail. Le dépistage au travail n'était pas possible jusqu'en 2016. Pourquoi? Parce qu'il devait être fait par un médecin et l'ordre des médecins considérait que ce n'était pas de la compétence du médecin du travail. Donc, en fait, personne n'était en mesure de procéder au dépistage. Par un arrêt du 5 décembre 2016, le Conseil d'État a autorisé le dépistage par toute personne. Donc, dans une entreprise, vous pouvez procéder au dépistage de vos salariés et ça peut être fait par un supérieur hiérarchique ou par n'importe qui dans l'entreprise. Sur ce, ça a généralisé le dépistage. Mais il y a un certain nombre de conditions. Le dépistage n'est possible que pour les postes à risque. Il faut donc avoir défini d'abord dans l'entreprise les postes à risque et avoir fait approuver cette liste par le CHSCT ou maintenant par le conseil, je ne sais jamais, mais vous... Merci. Voilà. Et donc, il faut identifier les postes à risque. Et alors là, moi, j'ai pris un critère tout bête. Hein. J'ai pris les données de la DARES sur les accidents du travail. Et qu'est-ce que vous voyez sur ces données? Tout simplement que selon la fonction que vous occupez dans une activité, dans une entreprise, le risque d'accident du travail n'est pas le même. D'accord? Et clairement, si vous êtes dans la com, cadre dans une entreprise de communication, votre risque d'accident du travail, à part glisser dans l'escalier, c'est égal à 0. Par contre, si vous êtes ouvrier agricole ou dans la sylviculture, là, votre risque d'accident du travail, il est super élevé. Comme vous allez autoriser le dépistage en fonction du risque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le métier est manuel, plus la possibilité de dépistage est réelle, et moins le métier est manuel, et moins elle l'est. Donc en clair, vous n'allez pas dépister la consommation de cocaïne chez les spécialistes de la communication, parce que le risque est nul. Et par contre, vous allez dépister le cannabis sur les chantiers parce que là, le risque est élevé. D'accord ? Et même chose si vous raisonnez en termes de secteur professionnel. Dans la finance, dans les services, le risque est très faible. En revanche, dans la construction, le risque d'accident du travail est élevé. Donc, vous voyez comment une loi qui, au départ, est une loi parfaitement juste et équilibrée, mais dans son application, elle va être discriminante, puisque, étant associée au risque, le risque n'étant pas le même selon la profession, le secteur professionnel et la qualification, vous allez en réalité cibler les ouvriers manuels dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, etc., plutôt que les cadres dans la finance ou dans la communication. Voilà. Alors, venons-en maintenant à la réduction des risques. La réduction des risques, elle apparaît en 90, 95. L'idée, c'est quoi? L'idée, je l'ai dit, c'est lutter contre les maladies et les dépendances. Accompagner plutôt que juger. Et essayer de réduire au maximum les dangers associés à la consommation de produits. Ça commence par la prévention, ça commence par expliquer aux gens les risques, les dangers, et puis ça peut continuer jusqu'à l'accompagnement aux consommations pour avoir des consommations moins dangereuses que si elles étaient faites comme ça, sans contrôle.
La place de la réduction des risques reste incertaine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est dans un système d'interdit, on est dans un système de prohibition. Donc il y a une contradiction et un paradoxe à vouloir expliquer à quelqu'un comment bien consommer, quand en même temps, la loi vous dit qu'il n'a pas le droit de consommer. Et c'est ce qui ressort des propos du ministre de l'Intérieur quand il nous dit « la drogue ne doit pas être accompagnée mais combattue ». Oui, certes. Certes, elle doit être combattue, mais on peut peut-être aussi l'accompagner tout en la combattant. Hein, et c'est toute la discussion qu'on va avoir. Alors, la réduction des risques, ça a d'abord été une action militante. C'est un engagement militant pour essayer de faire changer les choses, changer le regard, changer les approches. Et c'est une consécration progressive par la loi, très progressive, hein, puisqu'il va falloir attendre en fait 2016 pour voir apparaître la réduction des risques dans le droit français et dans le Code de la santé publique. Aujourd'hui, la réduction des risques, elle est installée. Elle est installée comment ? À travers des outils spécifiques, les CARUD, les XAPA, à travers un référentiel, donc un outil auquel on peut se référer, hein, le référentiel de la réduction des risques, qui est en annexe au Code de la santé publique, et qui est complété par des codes de bonne pratique hein, pour les CARUD, pour les XAPA, et bientôt pour les établissements d'hébergement. Et puis c'est aussi, et ça c'était une grande bataille de la fédération, ça a été aussi la création d'excuses pénales pour les acteurs. C'était quelque chose qui était très choquant. Un policier pouvait vendre des stupes sans risquer la moindre sanction. Et par contre, un travailleur social qui allait accompagner un usager pouvait éventuellement être poursuivi pour provocation, aide ou incitation à l'usage. Et ça c'était pas acceptable. D'où l'article L630. L630, c'était quoi ? C'est l'article de la loi de 70 qui interdisait la présentation sous un jour favorable des stupéfiants. D'où le nom de l'association, voilà, combattre contre cette approche. Et donc, avec la Fédération Addiction, il y a eu un mouvement qui a été initié pour essayer de convaincre les politiques de bouger. Et ça s'est fait dans la loi de Notre Santé de 2016, avec 2 excuses pénales. Une excuse pénale pour les salles de consommation à moindre risque. Tous ceux qui participent au fonctionnement d'une salle de consommation à moindre risque ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales. Et puis, et ça vous intéresse beaucoup plus, une excuse pénale générale. Dès lors que votre action s'inscrit dans le référentiel de réduction des risques, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une poursuite pénale, quelle que soit l'infraction. C'est quelque chose, par exemple, pour les free parties qui est très important, parce que les acteurs du social qui travaillent dans les free parties se retrouvent souvent verbalisés avec des PV pour stationnement, défaut de stationnement, enfin des machins, des trucs, histoire d'embêter le monde. Ces PV n'ont aucune valeur, parce qu'il y a une excuse pénale. Ils sont là dans un cadre de réduction des risques. Ils s'inscrivent dans le référentiel de réduction des risques. Ils ne peuvent pas faire l'objet, même pour un PV de stationnement, ils ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction pénale. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'il faut à chaque fois 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour faire reconnaître que le PV n'était pas valable et faire annuler le PV. Mais au moins, on a aujourd'hui ce qui était très important symboliquement, on a réussi à faire que les travailleurs sociaux, médico-sociaux, soient traités comme la police, comme les douanes. Et je peux vous dire que ce n'était pas évident et que le discours qu'on avait au début, c'était vraiment qu'on pouvait faire confiance à un policier et pas à un travailleur social. Donc ça a été une sacrée évolution. Et cette évolution, elle se traduit aussi chez les juges. Et on a une très belle décision de 2020 du tribunal judiciaire de Paris à propos d'une histoire complètement abracadabrantesque, comme dirait l'autre, du kit crack. Et c'est un procès non pas en droit pénal, mais en droit de la propriété. Pour savoir qui était... Bon, il y avait le kit crack, et puis qui avait été développé par des assos, et puis il y avait une start-up qui s'était créée et qui avait revendiqué la propriété de ce kit crack. Alors, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que dit le juge dans sa décision. Et ce qu'il dit de très intéressant dans sa décision, c'est qu'il dit « la réduction des risques est nécessaire, même s'il y a une prohibition, même si l'usage est interdit. L'État a constaté qu'il fallait aussi accompagner les consommateurs.
et qu'il fallait un dispositif de prévention et d'accompagnement des usagers. Et ça, si vous voulez, le juge n'était pas obligé de l'écrire dans sa décision. Qu'il ait fait l'effort de l'écrire, c'est important en termes de reconnaissance de la réduction des risques. Ça veut dire que le juge donne acte aux acteurs de la RDR de l'importance de leur mission et de la nécessité de leur mission. Alors en même temps, ce n'est pas idéal et les injonctions sont souvent contradictoires. Regardez, ça c'est le référentiel d'Exapa pour l'accueil et l'hébergement de personnes. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il faut dialoguer avec la personne accueillie et qu'il faut lui expliquer les tenants, les aboutissants de l'accueil, les conditions, les méthodes, les engagements, etc. Mais que l'accueil doit être inconditionnel, qu'il doit être ouvert, qu'il doit être empathique. Et derrière, on nous dit, oui, mais par contre, il n'a pas le droit de consommer de l'alcool, il n'a pas le droit de consommer des stupéfiants, il n'a pas le droit de consommer du tabac ni des médicaments. Ben oui, mais alors comment vous faites à ce moment-là ? Si la personne ne peut rien consommer alors que votre public est un public qui consomme, vous voyez les injonctions contradictoires. Et ça, alors, ça me paraît important. Il y a un troisième, la Haute Autorité de Santé est en train de travailler sur un troisième référentiel pour les centres d'hébergement, spécifiquement. Et ils font ce constat. Et ça, c'est déjà important. Ils disent, ce qu'on remarque, ce qu'on constate, c'est que les professionnels se sentent souvent démunis et impuissants pour accompagner des personnes et ils ne savent pas quelle posture adopter. Et donc, la Haute Autorité de Santé est en train de se rendre compte de ces injonctions contradictoires. Dire il faut accueillir les gens tels qu'ils sont. Et en même temps dire oui, mais ils n'ont pas le droit de consommer. Ben oui, mais non. Si on les accueille comme ils sont, ça veut dire qu'il faut se poser la question de ils risquent de consommer, qu'est-ce qu'on fait et comment on s'y prend. Voilà. Dernier point pour vous montrer quand même les difficultés. C'est les fameuses salles de consommation à moindre risque. Alors les salles de consommation à moindre risque, vous savez, c'est pour les usagers injecteurs à la base. C'est la possibilité, donc les salles de shoot, comme on dit, mais je déteste ce terme, qui sont devenues, depuis la loi de 2021, les haltes soins addiction. Pourquoi j'en parle ? Parce que la procédure a été changée et elle a été très assouplie par rapport à ce que c'était auparavant. Vous savez que les salles de consommation ont été créées par la loi de 2016 et que malheureusement, on n'a réussi à en créer que 2. Parce qu'à chaque fois, tension, contradiction, etc., et personne ne voulant assumer, et blocage. La dernière étant Lille, où tout le monde est d'accord, y compris la mairie, les riverains, et c'est le préfet qui, sur ordre du ministre, dit non. Donc, le ministre de la Santé a essayé de passer par-dessus ces blocages. Comment ? 2 choses. Premièrement, aujourd'hui, une halte soins addiction, ça n'est plus un établissement spécialisé, ce que c'était auparavant. Auparavant, il fallait un établissement spécialisé au sein d'un CARUD, dans des locaux à part, dédiés. Aujourd'hui, c'est fini. Vous pouvez créer une salle de consommation, enfin une halte soins addiction, dans un CARUD, dans un XAPA, y compris dans un établissement, une structure mobile. Donc vous avez beaucoup plus de souplesse administrative pour créer le dispositif. D'accord ? Ensuite, la décision est prise par le ministre. Elle n'est plus prise au niveau local et elle ne peut plus être bloquée par le préfet. Et ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui prend la décision, c'est le ministre de la Santé. Donc, a priori, on pouvait se dire, avec les haltes soins addiction, on va avoir une vraie réponse et la possibilité de développer ce genre d'outils en France. Il faut toujours se méfier. Donc, alors, ce n'est même pas une halte soins, c'est beaucoup moins que ça. C'était un centre d'accueil pour toxicomanes dans le 16e arrondissement et qui, juste avant les élections, alors qu'il y avait feu vert partout, a été bloqué au dernier moment parce que c'est devenu un enjeu électoral. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire plein de choses. Et je voulais juste vous donner 2 petits exemples. Un exemple sur la question du tabac et l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Je suis un gros fumeur, je ne peux pas fumer dans l'amphi. Mais Martine, qui est à côté, est passée, et c'est une très bonne chose, au vapotage. Eh bien, il faut savoir que si vous ne pouvez pas fumer dans les lieux publics ou dans les lieux de travail, vous pouvez vapoter. Vous pouvez vapoter dans tout lieu qui est ouvert au public.
Donc, si tu veux vapoter pendant que nous sommes en conférence, il n'y a aucun problème. Moi, je ne peux pas fumer, mais toi, tu peux vapoter. Pourquoi? Eh bien, l'idée, justement, c'est d'inciter au vapotage. C'est d'inciter les fumeurs à passer au vapotage en permettant de fumer dans des espaces, enfin de vapoter dans des espaces où on n'a pas le droit de fumer. Et donc, dans tout espace ouvert au public, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit ici, vous pouvez vapoter là où vous ne pouvez pas fumer. C'est volontaire. C'est une logique de substitution, une logique de réduction des risques, passer de la voie fumée à la voie vapotée. Sauf que, est-ce que ça, vous l'aviez compris? Est-ce que ça, non. Vous savez pourquoi? Parce que toute la presse a relayé un élément de langage qui a été diffusé par les fabricants de tabac, expliquant que le vapotage était interdit comme la cigarette. Et alors que le pouvoir exécutif avait pris soin justement de prévoir un régime incitatif pour le vapotage par rapport au tabac, eh bien, c'est le lobbying des fabricants de tabac qui a emporté la mise dans la communication publique avec ce sentiment qu'on ne peut pas vapoter là où on ne peut pas fumer. Réponse, c'est pas vrai. Et vous avez maintenant sur la diapo la référence juridique si vous en avez besoin. Vous pouvez vapoter là où vous ne pouvez pas fumer. Le seul endroit où vous ne pouvez pas vapoter, c'est les open space. Voilà. Seul endroit où vous ne pouvez pas vapoter. Si vous avez un bureau individuel, vous pouvez vapoter. Et tout espace ouvert au public, vous pouvez vapoter. Donc vous voyez qu'on a des marges quand on travaille sur la loi. Il y a des choses que l'on peut faire. Et une autre chose sur laquelle on travaillait avec la Fédération Addiction, c'est la possibilité d'aménager des espaces de consommation dans les locaux, au titre non pas de la réduction des risques, mais de l'obligation de sécurité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Que quelqu'un se pique ou s'injecte dans une structure, c'est un risque pour les salariés. Que quelqu'un fume du crack dans une structure, c'est un risque pour les salariés. Et ça justifie que l'employeur mette en place des dispositions pour protéger ses salariés de ce risque. Par exemple, un extracteur, par exemple, un espace un peu plus isolé où la personne pourra s'injecter. Alors pour conclure, dernière chose, il y a une chose qui, pour moi, sur laquelle on doit travailler aujourd'hui. C'est le statut, non pas des usagers, mais des travailleurs sociaux et des acteurs de la réduction des risques. On a commencé avec la loi de 2016, on n'est pas allé assez loin. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là la grande faiblesse des politiques publiques. Bon, on sait toute la crise du travail social, hein, la problématique autour de la reconnaissance du travail social. Eh bien, c'est particulièrement vrai dans le domaine de la réduction des risques. Et je pense qu'aujourd'hui, un des axes sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est ça. Mieux reconnaître les bénéfices de la réduction des risques, mieux reconnaître les efforts qui sont faits par les acteurs de la RDR. Et c'est comme ça qu'on pourra en fait améliorer la situation des usagers. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yann. Ça marche. J'ai pas trop l'habitude de ces micros-là. Il faut vraiment que tu le mets sur le menton. Bon, un grand merci. Alors, je ne sais pas comment on procède. Est-ce qu'il y a des questions là spontanément par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Oui, voilà. Donc, j'en avais préparé quelques-unes, mais c'est encore mieux si elles arrivent de la salle directement. Merci pour l'intervention, c'était très enrichissant. Moi, je voulais savoir, petite question assez précise par rapport aux amendes. Est-ce que vous avez un peu l'info de savoir à quel type de population sont données ces amendes? Voilà, le côté discriminant. Alors, on n'a pas le détail, mais peut-être que cet après-midi, on pourra vous le donner. Ma collègue a peut-être des infos que moi, je n'ai pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est très clair, quoi. C'est que c'est l'espace public 18-25 ans. Donc, voilà. Mais ce n'est pas que les banlieues. Si vous regardez les statistiques au niveau départemental, vous voyez qu'en chiffre brut, là où ça explose, c'est la Seine-Saint-Denis et Marseille.
Mais si vous êtes en pourcentage, en évolution de variation, ben c'est les campagnes, c'est les gendarmeries dans les campagnes, où là, ça explose. Alors oui, avant, ils arrêtaient 10 usagers. Maintenant, ils en arrêtent 40. C'est énorme comme écart. Voilà. Merci. Bonjour, Nicolas, je suis animateur pour l'accueil jeune Rennery, 11-17 ans. Et juste par rapport à ça, par rapport aux amendes aussi, où voilà, j'ai pu avoir des conversations, effectivement, ces amendes sont vraiment inefficaces dans le sens où il y a même des endroits où les trafiquants vont payer l'amende à leurs consommateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tellement peu d'amendes en même temps qui sont données qu'il vaut mieux payer l'amende à son consommateur plutôt que au risque de le perdre. Ou, voilà, quoi. Donc c'est vraiment inefficace. Ouais, c'est inefficace et si vous voulez, ce qui est un peu désespérant, c'est qu'on le savait. On savait que ça ne pouvait pas marcher. Moi, j'écris un article au Dalloz 3 mois avant la loi. Quand on a le projet, avant même qu'ils aient voté la loi, je dis ça ne peut pas marcher. Et je vais vous montrer pourquoi ça ne peut pas marcher. Et c'est ce qu'on voit. Donc, on cible, on fait du chiffre et on cible une population. Et puisque vous êtes sur les jeunes, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réponse sur les jeunes, sur les mineurs. Puisque les mineurs ne sont pas... le bilan qui est sorti là récemment, au mois de mars, de l'amende forfaitaire délictuelle, dit mais le gros problème de l'amende, c'est que maintenant, on ne s'occupe plus des mineurs. Puisque la seule réponse qu'on donne à l'usage, c'est l'amende, que les mineurs sont exclus de l'amende, les mineurs, c'est devenu le trou noir. Alors, chemsex, vous savez ce que c'est tous, c'est l'utilisation de stupéfiants dans une relation sexuelle. En fait, pourquoi j'en parle pas? Tout simplement parce que c'est pas un problème de juriste. Le juriste va s'inquiéter des agressions sexuelles sous substance. Donc, c'est-à-dire de la relation sexuelle imposée en ayant recours à des substances. Et vous voyez, comme le juriste va se préoccuper du cannabis et beaucoup moins en fait des opiacés. Aujourd'hui, avec la substitution, les juges ils s'occupent plus des usagers injecteurs. C'est vous qui vous en occupez, c'est les travailleurs sociaux. C'est plus le juge. Le juge il s'occupe du cannabis. Et un peu pareil, le chemsex, ça va être laissé aux acteurs de la prévention et du sanitaire et du social, là où le juriste, lui, va s'inquiéter des agressions sexuelles sous substance. Voilà. Or, dans le chemsex, la consommation de produits et la relation sexuelle sont consenties, donc le problème se pose moins. D'accord ? Alors, par contre, oui, c'est des produits stupéfiants. Les médicaments, oui, c'est des stupéfiants. Là où on a un vrai problème, c'est le dépistage au volant. Il faut savoir que la question du dépistage au volant devient un des énormes problèmes du droit français actuellement. Pourquoi ? Parce que autant sur l'alcool, vous dépistez quelqu'un qui crée un risque pour les autres usagers, autant sur les stupéfiants, l'infraction est constituée par le seul fait d'être positif, indépendamment de toute influence sur la conduite, et même en dessous des seuils de détection. Donc on a des arrêts de la Cour de cassation qui sont avec 0,04% de THC, avec un taux de détection qui est à 0,1 en principe. Et il y a un arrêt, la cour d'appel dit je ne condamne pas parce que je ne sais même pas si c'est lui qui a fumé. Si ça se trouve, c'était le passager qui a fumé et au salivaire, c'est apparu. Et réponse de la Cour de cassation, on s'en fiche. Le dépistage est positif, l'infraction est constituée. Et ça pose un problème aujourd'hui avec le CBD. Parce que dans le CBD, il y a du THC à des doses infinitésimales, mais qui peuvent ressortir au dépistage. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en fait, même problème qu'avec les médicaments.
Si vous avez un médicament opiacé, par exemple, vous pouvez ressortir positif à un dépistage stupéfiant au volant. Et dans ce cas-là, eh bien, vous commettez l'infraction de conduite sous l'empire des stupéfiants. Même si vous êtes avec une prescription, avec tout ce que vous voulez. Et la seule chose, c'est qu'on a une réponse du gouvernement à question d'un parlementaire disant c'est au procureur de la République d'apprécier. Donc c'est le procureur de la République qui décide s'il faut ou pas abandonner les poursuites. Mais a priori, vous pouvez très bien être sanctionné alors que vous avez une prescription et un traitement et que vous êtes dépisté positif. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Ah, pardon, je suis désolé. Et concernant le protoxyde d'azote, est-ce qu'il y a des textes concernant le protoxyde d'azote? Est-ce qu'il y a des textes de loi, des interdictions, des choses comme ça? Alors, le protoxyde d'azote, ça, c'était merveilleux. Donc, donc, le gouvernement se demandait comment faire et comment gérer le truc. Et alors, mais en fait, ils ne veulent surtout pas le classer comme stupéfiant. Donc, ils ont fabriqué une catégorie juridique nouvelle, la catégorie des produits de consommation courante susceptibles de détournement psychotrope. Voilà. Dans lequel on a le protoxyde d'azote, et c'est tout. Et dans lequel on a en tout et pour tout une interdiction de vente aux mineurs. C'est tout. Donc, ça veut dire que les mineurs, ils n'ont pas le droit de faire des chantilly? Ça veut dire qu'ils peuvent faire la chantilly avec papa et maman. Papa et maman vont acheter le... Voilà. Non, sur le protoxyde d'azote, c'est calamiteux. Enfin, la réponse, c'est le pire de ce qu'on peut faire en réponse juridique. C'est-à-dire, c'est d'une inefficacité totale. C'est ce que moi j'appelle, vous savez, les lois totem. Hein, voilà, donc vous avez 3 articles dans le Figaro, le Nouvel Obs, et le machin, et le Parisien, et sur le protoxyde d'azote. Et donc, on va faire une loi. Et ça y est, on a fait une loi. C'est fini. Mais donc, la conduite sous protoxyde d'azote, Non, c'est pas un problème. c'est pas un problème, puisque c'est pas un stupéfiant. En même temps, si on peut ne pas conduire en ayant consommé du protoxyde d'azote, en même temps, si on peut ne pas conduire en ayant consommé du protoxyde d'azote, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Mais juridiquement, vous ne pourrez pas le considérer comme stupéfiant. Juridiquement, c'est pas un stupéfiant, donc c'est comme la colle, voilà. Par contre, si vous avez un traitement, je sais pas moi, vous avez d'afalgan codéiné, là, par contre, vous commettez l'infraction. Alors, il y a 2 prises de parole, une là et une là. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Vous avez parlé du GHB, notamment dans les agressions sexuelles, et vous aviez dit que vous pouviez éventuellement y revenir à la fin. Et du coup, en fait, je vous en parle parce que j'ai vu un reportage hier sur ça. Et comme vous aviez émis des... Enfin, je sais pas, vous avez parlé de doutes. Voilà. Et je voulais savoir dans quel sens c'était des doutes. Alors, en fait, il faut savoir que le GHB, drogue du viol, ça vient de 2 affaires. C'est 2 affaires aux États-Unis, une en Floride, une au Texas, avec 2 jeunes femmes, dont un décès, et une identification de GHB dans une des 2 affaires. Sauf que le GHB, vous en produisez aussi dans votre corps. Donc, dans cette affaire, on n'a jamais su si c'était un GHB consommé ou si c'était le GHB qui était apparu après le décès de la personne. Et en fait, ces 2 affaires ont été montées en épingle à l'époque par les milieux prohibitionnistes et ultra-catholiques américains, et qui ont déposé une première proposition de loi qui s'appelait « Lutter contre la drogue du viol ». Et puis, cette proposition de loi est devenue une alerte au niveau des Nations Unies, et c'est redescendu comme ça, dans le monde entier, GHB, drogue du viol. Qu'est-ce qu'on voit dans la plupart des affaires aux États-Unis? Et c'est pour ça qu'ils ont changé de discours. Ce n'est pas du GHB. D'abord, le GHB, les gens ne consomment pas du GHB, ils consomment pour l'essentiel du GBL, qui est un lubrifiant et qui va, quand vous l'ingérez, se transformer en GHB. Dans la plupart des affaires, ce qu'on a, c'est tout simplement des somnifères à haute dose. Et les gens sont abrutis. Le résultat est le même. Et si vous voulez, ce que je trouve intéressant dans l'approche américaine aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on ne communique pas sur le GHB,
On communique sur l'agression sexuelle sous substance, quelle qu'elle soit. Et en France, par exemple, l'alcool. Parce que les agressions sexuelles sur les personnes alcoolisées, à mon avis, statistiquement, quand même vachement plus élevées que le GHB. Ça permet aussi de communiquer sur les médicaments. Ça permet de communiquer sur l'utilisation de somnifères. Ça permet de communiquer sur un comportement qui est le fait de faire absorber quelque chose à quelqu'un pour en obtenir des faveurs sexuelles et de dire que ça, c'est pas admissible, quel que soit le produit. Vous voyez, c'est ça ma réserve. Focaliser sur le GHB me paraît une mauvaise idée. Oui, mais il y a parce que il y avait des choses paradoxales en fait, puisque dans le reportage, il disait qu'il y avait plus de 1000 plaintes qui avaient été déposées sur l'année. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais vous dites que le GHB, on en produit naturellement. Et en fait, ils avaient du mal sur les 1000 plaintes. Il y a aucune trace de GHB qui a été détectée. Et ensuite, pour revenir, sur vous avez entièrement raison quand vous dites qu'il faut se focaliser sur toutes les substances, notamment dans les agressions sexuelles. Mais la particularité du GHB, c'est qu'il est inodore, on ne le sent pas, et que la victime ne s'en souvient pas le lendemain, alors qu'avec l'alcool, on a quand même beaucoup moins de blackout, et on peut plus facilement revenir à ses agresseurs. Ouais, alors... Pour pouvoir dire ça, il faudrait qu'on soit... Vous voyez, c'est le serpent qui se mord là. Que pour pouvoir dire ça, il faudrait être certain que ça soit du GHB. La durée d'identification, la fenêtre d'identification du GHB, de toute façon, dans le corps, elle est très faible. Donc, je ne sais plus, c'est une demi-heure ou 2 heures. Ou un Il truc disait 5 heures dans le sang et 12 heures dans l'urine, je crois, un truc comme ça, ou l'inverse. Et donc, ça va être très, très compliqué à chaque fois. Et c'est le problème qu'ils ont eu aux États-Unis aussi, où il y a en fait très peu d'identification. Sur l'histoire des seringues, si vous regardez, ça démarre dans la presse en septembre dernier en Angleterre. Il y a une explosion des articles et des faits constatés de piqûres entre septembre et octobre de l'année dernière en Angleterre. Et puis après, plus rien. Et ça redémarre en décembre en Belgique. Et ça démarre chez nous en mars. Et à chaque fois avec des difficultés probatoires immenses. Donc, manifestement, il y a des faits. Il y a des faits de piqûres. Mais on arrive très mal à le documenter. Et donc, ce que je trouve intéressant de l'approche américaine, c'est de passer à côté de ça et dire, la question de fond, c'est quoi ? C'est la question du consentement en relation sexuelle. Et que c'est là-dessus qu'il faut parler, qu'il faut discuter. Et que, quel que soit le produit, une relation sexuelle, c'est un truc partagé. C'est pas un truc dans lequel une des deux personnes est inconsciente, et subit. Voilà. Bonjour, je voulais revenir sur la question du CBD, parce que moi j'interviens aussi comme Nico dans un accueil jeune avec des 11-17, et souvent la question de la réduction des risques, notamment de la consommation massive de cannabis, peut passer par la question du CBD. Et du coup, vous avez dit deux choses, que du coup, de fait, le CBD n'était pas classé dans les catégories stupéfiants, puisque ça n'allait jusqu'à un degré qui était moindre par rapport à la législation. Néanmoins, vous avez dit qu'on pouvait tout à fait se faire arrêter et avoir une sanction pécuniaire du fait d'avoir consommé du CBD. Et est-ce qu'il y a... Et du coup, ma question, elle se pose à deux niveaux. Est-ce que la sanction, elle va se passer par suite à un test salivaire, et donc on détecte un taux, et là on dit, du coup, tu as quand même consommé un stupéfiant, même si ce n'est pas un stupéfiant, ou est-ce qu'elle s'arrête à la question simplement de la possession ? Et c'est pareil, je voulais revenir avec vous sur ça, est-ce que la sanction pénale des 200 €, elle ne s'attache qu'à la consommation ou également à la possession ? Alors, je réponds par la fin. L'amende pénale cannabis, en fait, c'est tout bête. Elle est liée à une reconnaissance de la consommation par le contrevenant. Donc, comment ça se passe concrètement ? Le policier va trouver du cannabis. Tu fumes, est-ce que tu reconnais que tu fumes ? Oui, je te mets une amende. Si tu ne reconnais pas que tu fumes, tu iras devant le juge. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention avec un PV, enfin une contravention, un PV d'infraction. C'est qu'un PV d'infraction, la personne reconnaît les faits. Donc après, de toute façon, c'est fini. Et ce qu'elle reconnaît, c'est des faits d'usage. D'accord ? Voilà. Mais en pratique, c'est une possession qu'on a.
Le policier, il trouve quelques grammes. Oui, peut-être qu'il va attraper le gars quand il fume. La plupart du temps, il fait une palpation, il trouve quelque chose, et ça va se résoudre par une amende parce qu'il y a une reconnaissance d'usage par l'usager. Ça répond à votre question, c'est clair. Sur le CBD. Alors, le CBD, il faut savoir qu'on est toujours en instance devant le Conseil d'État. On a fait casser l'arrêté du 30 décembre 2021. Donc aujourd'hui, tous les produits CBD sont légaux en France. D'accord ? Que ce soit les huiles, les machins ou les fleurs. Le gouvernement voulait interdire les fleurs. A priori, pour l'instant, les fleurs sont légales. On va voir ce que ça va donner. Au fond, on attendait une décision là pour juin-juillet. On n'a pas de nouvelles du Conseil d'État. À voir à la rentrée. Par contre, le CBD, il y a dedans des traces de THC. Dans les infractions d'usage, ça ne posera jamais de problème. Là où ça va poser un problème, c'est sur l'infraction de conduite sous l'empire après dépistage de stupéfiants. Puisque là, n'importe quel taux permet de vous poursuivre. Donc vous aurez le même problème si vous prenez un dafalgan-codéiné ou si vous prenez du CBD. C'est que vous risquez de faire passer le test en positif. Et là, après, ce sera à vous d'essayer de convaincre le procureur de la République que vous ne touchez pas au cannabis et que c'est du CBD. Voilà. Maintenant, j'ai une affaire en tête, et la Cour de cassation avait refusé. Le gars disait qu'il avait consommé de la méthadone, sauf que quand on voyait le relevé des analyses, c'était clairement de l'héroïne, quoi, son truc. Donc, il a beau dire qu'il était sous substitution, ce qui était vrai, et qu'il était sous méthadone, ce qui était vrai. Ce qu'il avait dans le sang à ce moment-là, c'était de l'héroïne. Voilà. Pour l'instant, ce que je vois de la pratique, c'est quand les gens disent qu'ils consomment du CBD, dans 9 cas sur 10, ça s'arrête. Dans un cas sur 10, le proc refuse de céder. Et là, ça va devant le juge et le juge laisse tomber. Mais ça veut dire aller devant le juge quand même. Donc ça veut dire 6 mois, 1 an, avec une suspension de permis de conduire en attendant. Vous voyez, c'est pas neutre comme conséquence. Alors, il y a encore une question. Ouais, enfin, c'était juste 2 petites précisions sur le GHB, puisque vous en parliez tout à l'heure. À un moment, vous avez dit on s'en souvient pas. En fait, si on s'en souvient, parce que les pertes de mémoire consécutives à des consommations de GHB, c'est à hauteur de plusieurs dizaines de grammes. C'est pas un petit peu dans le verre qui fait que le lendemain on se souviendra de rien. Et puis l'autre chose, c'est que vous l'avez pas évoqué, mais il y a beaucoup de panique morale autour de l'injection, des piqûres, etc. Or, le GHB est un produit qui ne peut être injecté qu'en intraveineuse. Donc, voilà. Et à dose un peu importante pour que ça fasse effet. Donc, évidemment, à l'insu de quelqu'un, on ne lui fait pas un garrot pour lui faire une intraveineuse et injecter en intramusculaire, il en faudrait vraiment beaucoup pour que ça fasse un effet. Et donc, c'est assez improbable qu'on s'en rende pas compte, quoi. Oui, ce qui est intéressant sur ces... Alors, je ne reviens pas sur la partie GHB, mais sur la partie piqûre, il m'est arrivé il y a 15 jours d'être dans un spectacle où il y a quelqu'un qui a eu une piqûre. Je suis invité par une de mes patientes, elle fait de la musique électro, c'est une salle parisienne plutôt connue, donc il y a eu des fouilles à l'entrée. Enfin voilà, pour l'anecdote, j'y venais avec un collègue et on nous a regardé, on se disait sûr vous allez dans le spectacle, tellement on plombait la moyenne d'âge des jeunes qui allaient assister. Bon, j'ai été invité, c'est une de mes patientes, elle est en train de s'en sortir, elle a signé un contrat, le truc se passe très bien, et puis à mi-concert, cri dans la salle, quelqu'un s'est fait piquer et tout, et une fois l'événement passé, on a quand même l'impression, alors on attend la fin des analyses, mais que c'est plus le fait d'avoir piqué quelqu'un, même s'il y avait à la limite rien dans la seringue, et d'avoir provoqué tout l'événement, tout le trouble qui était recherché dans le contexte que d'essayer d'endormir la personne pour l'abuser ou même pour la voler. C'était quasiment pas possible, vu les circonstances. Ouais, tout le monde était debout, c'était un concert. Quand la personne a été piquée, elle a crié, elle est tombée. Enfin, si la personne voulait provoquer
un effet, il faut aussi qu'il y ait des circonstances supplémentaires pour que le bénéfice, entre guillemets, que ce soit d'abus sexuels ou que ce soit de vol, puisse se faire. Voilà. Donc il y a en ce moment beaucoup de phénomènes de piqûres qui relèvent au-delà de ce qu'on met dedans et de ces scénarios, dont je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé, hein, mais dont je dis que pour les avoir dans l'intégralité, c'est un élément de construction qui est beaucoup plus compliqué qu'un autre phénomène qui est en train de se faire, qu'on aura besoin de comprendre, qui est ces piqûres. Alors incontestablement, la jeune femme s'est sentie piquée, il n'y a aucune raison de mettre en doute le fait. Elle est tombée dans le choc et tout. Ça, je ne dis pas que ça a été agréable pour elle, mais au jour, là, je me suis renseigné encore hier avant, parce que je dois la revoir la semaine prochaine. Voilà, on est plus près d'un événement comme ça que de la piqûre. Voilà. Donc il y a certainement des témoignages qu'on n'a pas à mettre en cause sur des événements très précis, mais il y a autour de ça un phénomène supplémentaire qu'il faudrait qu'on décrypte tous. Et pour revenir au thème du séminaire, on voit bien la difficulté de vouloir résoudre ça juste par la loi et par un interdit pénal. Parce que alors là, on va se taper la tête contre les murs. Ça, s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ça ne se résoudra pas que comme ça. Clairement, c'est la question du rapport au produit, de la place d'un produit, ce qu'en fait la société et en même temps ce que peut en faire un individu. Mais là, je pense qu'on va y travailler dans la deuxième séquence. Alors, juste une question par rapport au CBD. Toujours ce CBD, parce qu'effectivement, sur la question de la substitution, un certain nombre de programmes aujourd'hui se proposent d'utiliser le CBD en substitution par rapport à l'alcool et au cannabis. Donc, par rapport à des adultes, ça ne pose pas de souci particulier. La question bien précise, c'est vis-à-vis des mineurs. Parce que des consommateurs mineurs de cannabis qui ne veulent pas ou ne peuvent pas arrêter, vous en rencontrez tous les jours. Voilà. Est-ce qu'effectivement, le CBD, puisqu'on parlait de construire ensemble des pistes de RDR, est-ce que le CBD peut être une piste clairement sur laquelle on peut travailler avec des mineurs ? Alors, les pharmacologues te répondront, on ne sait pas, parce que le problème du CBD, disent les pharmacos, c'est qu'il touche à plein de récepteurs. Donc, il ne cible pas un récepteur, il touche énormément de récepteurs. Donc, ils disent, on ne peut pas savoir ce que ça donne. Ce qu'on voit quand même, c'est des consommations de CBD, des consommateurs de CBD. Maintenant, on en a beaucoup, quoi. On en a beaucoup et partout. Le CBD est utilisé dans certaines, à titre thérapeutique avec l'épidiolex, pour certaines maladies, chez les enfants. Et des très jeunes enfants, 7 ans. Sur le syndrome de Dravet, les gamins, ils sont très jeunes. Donc, on peut utiliser du CBD. Après, le CBD qui est dans le commerce, le gros problème actuel, c'est qu'on ne sait absolument pas quel est le dosage réel. Et moi, c'est le truc sur lequel je me bats depuis combien de temps ? 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec la MILDK. C'est que depuis le début, la prohibition ou leur approche prohibitionniste là, depuis 2018 du CBD m'a paru une erreur. Et je dis, mais par contre, ce qu'il faut, c'est fixer des seuils. Et curieusement, personne n'en fixe. En Suisse, le critère, c'est 1% de THC. Et oui, mais quel taux de CBD ? Il n'y a pas de critère. Donc, il me semble qu'il aurait été pertinent dans la législation de fixer un double taux. Quel est le taux de THC qu'on autorise ? Quel est le taux de CBD qu'on autorise ? Parce qu'actuellement, dans les produits vendus, il y a des produits à 30% de CBD. Et pour moi, 30% de CBD, c'est déjà un médicament. Et il y a des produits dans lesquels il y a 0% de CBD. C'est de l'huile, tout court. Bon. Alors après, il y a les publications de l'INSERM qui m'ont fait dresser des cheveux sur la tête. Enfin, j'ai hurlé en les lisant sur les dangers et la toxicité du CBD, la publication du mois d'octobre dernier. J'ai fait le calcul du nombre de nombre de gouttes qu'il fallait prendre pour pouvoir arriver à ces taux qui étaient à risque. Le gars, il faut quand même qu'il absorbe 3 bouteilles d'huile. À 50 € la bouteille déjà. 3 bouteilles d'huile, moi j'ai dit, il est malade avant, quoi. Voilà.
Là, l'estomac, il va pas ça va pas le faire, quoi. Donc le problème, ça va être l'huile, ça va pas être le CBD, quoi. Hein. Et je pense que c'est un peu le problème actuellement, c'est que les données qui sortent pharmaco, elles sont pas réalistes, elles n'ont rien à voir avec les consommations. Ce qu'on sait, c'est qu'en population adulte, le CBD est utilisé par certains consommateurs de cannabis pour réguler leur consommation de cannabis. Ça me paraît pas idiot. Bon. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir avec les mineurs. Mais un peu comme la question du vapotage. Pourquoi brusquement la Haute Autorité de Santé nous a dit que le vapotage était dangereux et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de mineurs qui vapotent que de mineurs qui fument. Cela dit, c'est peut-être quand même un progrès. Et pour le CBD, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Le CBD, c'est 0,2, 0,3% de THC, quoi. C'est rien. Et ensuite, dans la plupart des produits, c'est 10%, 15% de CBD. Vaut peut-être mieux une infusion de CBD ou même un joint de CBD qu'un joint de cannabis, quoi. Voilà, en termes de substitution. On voit bien effectivement que le diable se cache toujours dans les détails. Et du coup, j'ai pensé à cette phrase. En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. Et en Russie, tout est interdit, même ce qui est permis. Alors vive la démocratie.